Donc j'ai intitulé, oui, effet à long terme de la réanimation. J'ai appelé ça « Y a-t-il une vie après la réanimation ?» Et bon, c'est peut-être un peu provocateur, mais première diapositive, j'ai dit la survie, vraiment quoi qu'il en coûte. C'est vrai qu'en réanimation, on est attaché à ce que le patient survive et sorte du service. Et puis peut-être qu'un peu, une fois qu'il est sorti, on est vraiment très satisfait de nous-mêmes et qu'on ne s'intéresse plus vraiment à ce qui s'est passé. On passe le relais aux autres collègues. Et une des bonnes preuves de ça, c'est que quand on regarde les critères de jugement classiques dans les études, dans la littérature, il y a vraiment tout ce qui nous intéresse, la régression de défense d'organes, le sevrage de la ventilation, des vasopresseurs, la mortalité hospitalière ou la mortalité à 1 mois. Alors c'est un peu en train de changer, mais c'est quand même très classiquement les critères de jugement qu'on peut retrouver. Pourtant, dès 2005, ça c'était une revue qui était publiée dans Intensive Médecine en 2005, et les auteurs ils avaient cherché à compiler des travaux où on s'intéressait à la survie à long terme des patients de réanimation, alors très variés, plusieurs pays, divers types de patients, plusieurs types de réanimation, donc un peu dur de vraiment bien analyser les choses, mais il n'y avait pas grand-chose sur le suivi à long terme. On comprend, c'est pas facile de suivre les patients longtemps. Enfin, ils avaient quand même constaté qu'il y avait une augmentation de la mortalité qui continuait au cours du temps, à 2 ans et à 5 ans. Et donc, ils concluaient que vraiment c'était nécessaire, il était indispensable qu'on suive ces patients plus longtemps. Et même, ils s'avançaient dans ce papier en disant qu'au-delà de la survie, la qualité de la vie après la réanimation était un sujet qui devait être plus étudié. Alors, c'est ce qu'on avait fait à Rennes, en réanimation chirurgicale, avec Anne de Fontaine, je crois qu'elle est dans la salle, c'était pour sa thèse. Et donc, on avait énormément travaillé pour suivre une cohorte d'une centaine de patients en choc septique. Et puis, on voit que la sortie de réanimation, il y avait une mortalité qui était de 24%. Mais si on les suit pendant 6 mois, c'est ce qu'on avait estimé à ce moment-là comme le long terme, eh bien, on a une mortalité qui augmentait jusqu'à 45%. On a voulu aussi s'intéresser à la qualité de vie des survivants. Donc pour ça, on a utilisé un questionnaire. On va parler un petit peu de questionnaire, pas trop, mais parce que c'est un élément important pour juger de la qualité de vie des patients. Et donc on avait utilisé un questionnaire SF36 qui est assez répandu, même très répandu en médecine. Il est dit générique, c'est-à-dire que vous l'utilisez pour divers types de pathologies, multidimensionnelles. Il y a plusieurs questions qui vont permettre d'estimer la qualité, le retentissement physique et psychique de la pathologie sur le patient. Il peut être auto- ou hétéro-administré. En l'occurrence, nous, on envoyait le questionnaire au patient, et puis, avec une petite enveloppe timbrée, s'ils ne répondaient pas, on essayait de les contacter par téléphone plusieurs fois, et puis au bout de 3-4 appels, si on ne les atteignait pas, on abandonnait, on considérait comme perte de vue. Et puis, donc, à partir de questionnaire, vous pouvez résumer la santé psychique et physique du patient en 2 grands marqueurs, santé physique, santé mentale. Et nous, ce qu'on avait observé, c'est que nos patients, que ce soit à l'entrée ou 6 mois après la réanimation, la sortie de réanimation, ils avaient une qualité de vie dans les différentes dimensions qui étaient évaluées inférieure à celle de la population générale. Donc, il y a 2 remarques qu'on peut faire pour comparer avec la population générale. Ce n'est pas simple. Nous, c'est une population générale. Donc, étude de 2013, c'était la qualité de vie de la population générale en 1998. C'est les gens qui avaient validé ce questionnaire anglo-saxon en français, le PLEJ, qui donnait ces données dans un petit livre qu'on prenait à la BU. Et moi, j'ai cherché longtemps à avoir d'autres données, parce que l'INSEE a publié des données 2001-2003 sur la qualité de vie. Je n'ai jamais réussi à les obtenir. C'est dans le cadre de travaux qu'on voulait élargir à la région, mais pour lesquels on n'a jamais été financé. Bon. Et donc, ces patients ont une qualité de vie inférieure à la population générale, à l'admission, mais aussi à 6 mois. À l'admission, c'est aussi un challenge de recueillir la qualité de vie à l'admission. Et dans notre cas, c'était les proches en fait, qui répondaient pour le patient, parce que la plupart étaient incapables de répondre eux-mêmes. C'est une approche qui est critiquable, mais qui a été utilisée par d'autres auteurs et qui est validée. Et puis, petite note quand même d'espoir, quand on avait pour un seul patient avant, après, il y a quand même une amélioration globale, pas sur tous les critères de la qualité de vie. Alors, ça, c'était un exemple dans le sepsis, mais dans d'autres pathologies, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, comme à Rennes, on s'intéresse quand même beaucoup à l'ECMO, et j'ai pu observer que récemment, il y avait des gens, encore récemment, qui cherchaient à savoir ce qui se passait dans la qualité de vie à distance des patients qui bénéficient d'une ECMO. Donc, en 2021, 2022, 2023, on publie encore là-dessus. Donc, une grosse publication dans Lancet, et puis un travail qui est assez intéressant là, dans la GRCSM de l'équipe de la petite salpêtrière. Et dans ce travail du Lancet, on voyait que la plupart des patients, en fait, dans les 60 jours, s'ils décèdent, c'est dans les 60 jours. Et puis, quand on pouvait estimer
le handicap généré par la réanimation de ces patients et qu'on le comparait au handicap estimé qu'ils avaient avant l'entrée en réanimation, vous regardez le gros carré bleu, vous voyez que ce carré bleu, il diminue, c'est les patients sans handicap, il diminue franchement à 6 mois. Donc la plupart des patients, la majorité des patients quand même, ils vont garder un certain niveau de handicap, ça c'était estimé par une autre échelle de l'OMS. Et puis si vous regardez sur ces diagrammes de Saké qui sont assez intéressants, il y a certains patients qui avaient un handicap, mais en fait qui n'ont plus de handicap. Et ça, ce sont probablement des patients qui avaient une pathologie non prise en charge, par exemple des patients à sang cardiaque qui vont par la suite être transplantés. Donc dans le domaine de l'ECMO aussi, il y a une altération à 6 mois probablement de la qualité de vie des patients sous forme d'un handicap. Dans le domaine du Covid, c'est le travail de la petite salpêtrière qui est vraiment bien. Ils avaient suivi, donc c'est toujours aussi des petites cohortes où ce n'est pas facile de récupérer les données chez ces patients à distance. Donc ils avaient suivi des patients à 6 mois, une soixantaine de patients en France qui ont eu une ECMO pour un SDRA Covid. Et j'ai mis en exergue quelques éléments qui me paraissaient vraiment pertinents. On voit que 38% seulement des patients étaient retournés au travail, à leur travail initial, 1 an après être hospitalisés pour cette pathologie. Et puis, eux, ils s'étaient intéressés aussi, c'est assez peu regardé, à la sexualité et le sex drive, donc c'est la libido de ces patients. Eh bien, 31% seulement déclaraient qu'ils avaient retrouvé une libido idem à celle avant leur pathologie. Alors, c'était une simple question, ils n'ont pas exploré plus, mais ça, c'est des éléments quand même assez intéressants qui doivent nous faire réfléchir sur les conséquences de nos soins à long terme. Et en ce qui concerne les données psychiques, dans ce même travail, il y a un certain nombre de patients qui gardaient à 6 mois, 1 an des troubles anxieux, des symptômes un peu moins, mais de dépression, des signes de stress post-traumatique, et puis une certaine fatigabilité jusqu'à 1 an. Alors là, ça c'était à 6 mois, 1 an, mais il y a des gens dans l'équipe de Toulouse qui sont intéressés, qui ont été observés plus loin, jusqu'à 5 ans. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et on voit dans cette cohorte de polytraumatisés, de patients traumatisés, qu'il y avait une forte proportion de patients qui restaient avec des limitations physiques, mais aussi psychiques. Alors vous allez me dire, peut-être pour le traumatisé, ça peut tomber sous le sens si on garde un gros handicap. Mais si on regarde aussi l'ARDS, ça c'est des cohortes canadiennes, c'est des gens des précurseurs sur le sujet qui suivent une cohorte de patients SDRA depuis 1998. Et à 5 ans aussi après un SDRA, il y a des signes importants. Le test de marche, une façon d'estimer un peu la fatigabilité des patients, il est inférieur à ce qu'il devrait être pour des gens de la même catégorie d'âge et de sexe. Et puis pour ce qui est de la qualité de vie SF36, aussi au niveau physique, psychique, on était en dessous des ranges normaux attendus. Et en plus, comme c'est anglo-saxon, il nous montre dans ce même travail du New England que ça coûte de l'argent, ça coûte cher à la société. Donc il y a quand même pas mal de raisons individuelles, mais aussi collectives, de prendre ces éléments en compte. Alors, toutes ces études, il y a plein de difficultés en fait. Je présente ça comme si c'était une évidence, mais il y a quand même pas mal de choses très difficiles. Évaluer l'état de base, je l'ai dit, c'est pas évident. Il y a les proches, il y a le patient rétrospectivement, mais il y a ce qu'on appelle le recall bias, où le patient essaie de se souvenir comment il était avant, mais on voit que c'est pas facile. Les groupes comparateurs, est-ce que finalement ça concerne tous les patients hospitalisés ou est-ce que c'est vraiment spécifique de nos patients de réanimation ou spécifique de la pathologie auquel on s'intéresse, l'ECMO, le sepsis, ou avec qui on compare? Population générale, on voit la difficulté pour avoir des données en population générale, une autre pathologie, des patients non critiques. Donc il y a plein de questions qui peuvent se poser avant d'affirmer vraiment que la réanimation elle-même a un impact sur le long terme. Quand évaluer 1 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans? Le timing aussi pose question. Les échelles, elles sont multiples, elles sont validées, mais ça c'est aussi un job en soi, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Donc le choix de la bonne échelle est aussi un challenge. Qui évalue? Est-ce que c'est nous les réanimateurs, parce qu'on sait ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les rééducateurs qui vont suivre les patients après? Est-ce que c'est le médecin généraliste si le patient est sorti très rapidement et puis qu'il ne voit plus personne? Est-ce que c'est des psychologues? Lorsqu'on avait essayé de faire financer une étude plus large, les reviewers nous avaient demandé de faire passer nos tests par un psychologue. Donc on l'a fait après, malheureusement, un travail qui est encore dans mon tiroir, mais on avait fait venir une master en psycho pour interroger des patients. Donc ça, c'est des questions aussi intéressantes. Et puis après, quel parcours de soins? Une fois qu'on a évalué tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il y ait un vrai parcours de soins, donc c'est vraiment un challenge. Alors les anglo-saxons sont un peu plus en avance que nous, parce qu'en 2012, la Société de Critical Medicine avait défini ce qu'on appelle maintenant le PICS, Post-Intensive Care Syndrome, le syndrome post-réanimation, avec des composantes physiques, cognitives et de santé mentale, qui peut être nouveau après la réanimation ou qui peut être un état antérieur qui s'aggrave et qui peut concerner le patient survivant à la pathologie,
mais aussi les proches. Ça, c'est assez intéressant. Pour juste détailler sans trop faire listing, mais voilà, par atteinte physique, on entend faiblesse musculaire, douleur, la mobilité réduite, hein, c'est les séquelles neuromusculaires, articulaires, respiratoires, séquelles du SDRA, ou alors des sténoses trachéales, séquelles ORL, les troubles de déglutition qui fait que le patient va rester dénutri au long terme, une insuffisance rénale chronique qui finalement s'installe, et même des séquelles esthétiques, hein, avec tous les tuyaux que vous avez mis, on peut garder des cicatrices et ça peut être générateur de stress. La santé mentale, on l'a dit, hein, la dépression, le stress post-traumatique, l'anxiété. Et puis au niveau cognitif, ça va concerner beaucoup aussi les sujets âgés, la réflexion altérée, troubles de mémoire, troubles de concentration, qui vont impacter après la vie future de ces patients. Donc je vous ai dit, dans le PICS, on s'intéresse aussi aux proches. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui émerge de plus en plus, qui est hyper intéressant, c'est les aidants. Parce que ces patients, finalement, qui sortent de l'hôpital, il y a des gens qui les aident au quotidien. Et ça, c'était toujours cette équipe canadienne là, de Margaret Edridge qui s'intéressait à la question. Et on voit, on ne va pas tout détailler, mais les petites barres bleu clair, eh bien, c'est des aidants qui, le graphe du haut, montrent des symptômes de dépression. Le graphe du bas ont la santé mentale, la santé psychique altérée, estimée par le SF36. Physique, un peu moins, mais quand même, c'est le graphe en bas à droite. Puis en haut, c'est une échelle un peu plus complexe sur les affects, que je ne veux pas détailler, mais qui dit que ces patients, ces aidants, présentent quand même des affects négatifs. Et puis, ils avaient mis en évidence deux phénotypes intéressants. Il y a des gens peut-être plus résilients dont les symptômes de dépression diminuent au cours du temps, puis d'autres aidants qui diminuent un peu, puis qui remontaient à 1 an, et ils présentaient encore des symptômes forts de dépression. Donc ces aidants aussi ne doivent pas être négligés, ils font partie du process. Et puis ça, très rapidement, c'était une étude de Idi Azoulay dans le JAMA, c'était plus sur le Covid. Et effectivement, quand on s'intéresse aux familles qui supportent, je crois que c'était à 6 mois, oui, à 6 mois, eh bien, il y avait quand même également des signes de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression. Et là, je ne sais pas si ça a du sens, mais quand on compare avec des SDRA non Covid, c'était plus important dans le SDRA Covid. Bon, je ne sais pas si c'est très pertinent de comparer. Il faut savoir que dans les deux groupes, c'était quand même des proportions qui n'étaient pas négligeables. Comme je ne vois pas très bien, je n'arrive pas à lire les pourcentages. J'espère que vous les voyez. Vous les voyez mieux que moi. OK. Donc, tout ça pour dire que le suivi après la réanimation, eh ben, il apparaît, une fois qu'on a dit tout ça, il paraît incontournable. Ça paraît insensé en fait, qu'on abandonne c'est pas nos patients, mais les patients dont on s'est occupé à la sortie de la réanimation. Ce qui est un peu plus délicat, c'est les modalités qu'il faudrait pour appliquer cela. Donc, pour essayer d'avancer sur le sujet, j'ai regardé un petit peu ce que disait la Société de Critical Medicine américaine dans des conférences de consensus qui se tiennent régulièrement. Et ils nous disent un peu, ils suggèrent quand et comment évaluer. C'est assez étonnant, mais c'est très tôt. Hein. À partir de 2 à 4 semaines après la sortie, il faudrait commencer à évaluer les patients. Et puis, ce n'est pas suffisant, il faudra le faire dans le temps. On a vu que 6 mois, 1 an, 5 ans, il y a des choses qui se passaient, donc il faut les suivre dans le temps. Après, ils nous aident un peu en disant, dans la jungle des tests possibles pour évaluer ces patients, on vous conseille le MoCA, l'IRF, enfin, je ne vais pas détailler, mais pour tout ce qui est santé mentale, cognition et santé physique, ils donnent des petits conseils, on peut se référer à cette consensus. Et puis, comme ça a l'air d'être un travail titanesque, on peut peut-être se demander si on ne peut pas cibler des patients à risque. Et c'est pareil dans cette conférence de consensus, mais ils nous disent que les patients qui avaient déjà des symptômes préexistants, cognitifs, physiques, mentaux, ils sont bien sûr plus à risque après. Donc cela fera un focus sur eux particulièrement. Pendant la réanimation, effectivement, ceux qui avaient présenté un délirium prolongé, ceux qui étaient sédatés fortement avec des benzodiazépines, je pense qu'on en parlera après, le sepsis, le choc, l'hypoxémie, le support ventilatoire, ECMO, tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire que ce sont des patients qu'il faudra un focus particulier après la réanimation. Puis ceux qui ont présenté très très précocement des troubles anxieux, il faudra les suivre de très près. Donc ça peut peut-être être une piste pour cerner les patients qui auraient le plus besoin de ce suivi. Actuellement, on met beaucoup en avant la collaboration avec le patient. Et donc, dans ce travail, toujours issu de la Société de Critical Medicine américaine, eh bien, ils avaient interrogé des anciens patients de réanimation pour essayer de savoir un petit peu quels étaient les axes qu'il faudrait suivre pour les prendre en charge le mieux possible. Et donc, c'est une étude donc, qualitative avec des entretiens semi-dirigés qui est assez intéressante. Alors après, ils ont commis cette figure qui n'est pas très lisible et que je vais essayer peut-être de vous commenter. Si j'arrive à utiliser le pointeur, clac.
Voilà. Donc, ces anciens patients, ce qu'ils disent, c'est que vraiment, ce dont ils ont besoin, c'est d'un coordinateur. Il faut que quelqu'un coordonne, alors qui sait, ça reste à définir, mais il faut que quelqu'un coordonne tout le soin parce qu'il y a trop de choses à faire et on ne peut pas avoir un médecin par-ci, un médecin par-là. Il y a tout le côté symptômes physiques qui doit être pris en charge, ça on le comprend assez facilement, donc que ce soit la rééducation ou aussi un support social, hein, si vraiment ils ne peuvent pas reprendre le travail. Donc ça c'est quand même relativement, enfin c'est quelque chose qui est réclamé mais qu'on comprend assez bien. Et un truc que je trouve super intéressant dans ce travail, c'est la validation externe des progrès. C'est-à-dire que le patient doit sentir qu'il progresse, mais il a besoin aussi qu'on l'encourage, un peu comme quand vous aurez encouragé un enfant qui commence à marcher. Et ça, comment il peut le faire? Il peut le faire s'il a des pairs, ça peut être des groupes de travail, des groupes d'anciens patients de réanimation, mais ça ne convient pas à tous. Mais ça peut être aussi de revenir dans sa réanimation et de rencontrer les infirmières et les soignants qui sont occupés de vous et qui vous félicitent ou constatent eux-mêmes les progrès. Et c'est vrai que nous, on est toujours effarés quand on voit les personnes habillées, sans tube, maquillées, coiffées, ou cravatées, ou je ne sais quoi. Et donc, c'est toujours, ça c'est un élément apparemment qui nous bluffe, mais qui est aussi hyper important pour le patient. Et puis, ça peut passer aussi par des journaux quotidiens. Lors de l'hospitalisation, j'y reviendrai après. Il y a besoin d'un plan, il y a besoin d'un cap, en fait. Ça, c'est hyper important apparemment. Il faut vraiment qu'on leur dise, voilà, ce handicap, on va pouvoir travailler dessus et peut-être l'améliorer. Ou alors, c'est fichu, mais voilà ce qu'on va faire pour vous aider au quotidien. Ça a l'air d'être un truc hyper important. Et puis peut-être qu'il y a aussi quelque chose qu'on n'aurait pas réfléchi trop spontanément, mais apparemment il y a un sentiment de culpabilité qui peut être très fort, notamment d'être une charge pour ses proches. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en charge. Et là, on revient sur l'intérêt aussi d'intégrer les proches dans ces prises en charge. Alors, il n'y a pas beaucoup de données pour dire que ce qu'il faut faire et ni de données qui évaluent vraiment une prise en charge post-réanimation. Je pense qu'à Rennes, il y a une consulte post-réanimation qui vient de se mettre en place tout juste. On travaille pour prendre en place une consulte post-ECMO également, mais on en est encore au stade où on présente nos projets. On est loin du compte. Et donc, ça explique pourquoi aussi, je pense que c'est un peu pareil partout dans le monde, sauf si on est vraiment très en retard. Mais j'avais vu ce travail qui était publié quand même en 2007 dans le JAMA, travail allemand, et c'était centré sur le médecin généraliste. Donc, le médecin généraliste pouvait prendre en charge classiquement le patient, c'était des patients en sepsis, ou alors il pouvait être assisté par des infirmiers spécialisés et un médecin dédié. Et donc, il y avait tout un système de formation, d'information sur le sepsis et ses conséquences, et puis également une aide pour joindre d'autres partenaires type rééducateurs. Et le critère de jugement, ça avait été la santé mentale estimée par le SF36. Et malheureusement, à 6 mois, alors on a évalué qu'à 6 mois, donc peut-être c'est un peu court aussi, il n'y avait pas d'effet. Donc, ça a le mérite d'exister, ce travail, et qui doit être pas du tout évident à mettre en place, mais il n'avait pas permis de montrer des choses malheureusement définitivement probantes. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on lit, on trouve les Belges, les Anglais, les Américains s'intéressent au sujet. En France, c'est un peu plus... il y a des gens qui s'intéressent au sujet, mais on a l'impression que ce n'est pas vraiment structuré, que chacun part un petit peu bien en tête. Et récemment, la DGOS a rédigé une note de cadrage pour l'HAS, et des experts ont été mandatés pour réfléchir sur ce problème du PICS. Et donc, pour avoir discuté avec à Rennes, je sais qu'il y a Mathieu Reves, maladie infectieuse, qui participe au groupe de travail. Et par exemple, c'est hyper intéressant parce qu'il se demande est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie idéale, donc mettre tout le paquet, avec le risque qu'on n'ait pas les moyens, ni ressources humaines, contraintes financières, de vraiment faire ce qu'il faudrait. Et ça peut être vraiment très délétère pour les soignants, d'avoir l'impression de ne pas faire tout ce qu'il faudrait. Ou est-ce qu'il faut qu'on fasse des recommandations plutôt réalistes, faisables, mais avec le sentiment qu'on n'est pas optimal. Donc, je crois qu'ils ont des discussions comme ça qui ont l'air vraiment passionnantes, et on verra ce qu'ils ont finalement proposé. Alors, la prévention, je pense que ça va plutôt être abordé dans les sujets qui suivront, mais il y a la réhabilitation précoce. On peut agir dès la réanimation, la réhabilitation précoce, limiter les sédations, extuber le plus vite possible le patient, les visites libres, la tenue d'un journal de bord aussi, où les soignants, les proches peuvent rédiger aujourd'hui voilà ce qui s'est passé. Le patient sédaté sous benzodiazépine va pouvoir a posteriori se réapproprier son hospitalisation en lisant le journal de bord. Là, il y a quelques publis sur le sujet. Nous, on l'avait mis en place, mais du coup, en faisant le topo, je me suis aperçu aussi qu'on n'était pas très rigoureux et que ça ne marchait pas très bien. Donc, on va relancer la machine. Photos de proches, de la musique.
il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Là, c'était, je ne savais pas qu'il y avait le son, donc l'exemple de réhabilitation précoce, mais je pense que ça va être, je vais pas le soutenir là-dessus. Donc c'est un patient avec un cœur artificiel total. On voit le compresseur là, qui prend de la place, la sonde électrique et puis l'aide des kinés et des soignants pour bien se déplacer. Alors, pour conclure, eh bien, les effets de la réanimation ne s'arrêtent pas après la réanimation. Donc il y a un suivi longitudinal qui est nécessaire. Il doit concerner bien sûr le patient de réanimation, mais il doit concerner aussi les proches et les aidants. Il y a plein de questions non résolues. Il y a manifestement un réseau de soins qui est impérativement nécessaire. Il y a la question de la coordination. Il faudra savoir qui coordonne, qui paye. C'est sûr que c'est un élément déterminant. Et puis il faut absolument des programmes de recherche pour savoir qu'est-ce qui marche le mieux pour être optimal en termes de prévention. Bon, il y a des données, mais il faut que ça continue. En termes de stratégie, on voit que la stratégie allemande n'avait peut-être pas forcément optimale, en tout cas quand on l'évalue à 6 mois. Et puis, qu'est-ce qui permet d'avoir des bénéfices réels pour la prise en charge de ces patients? Je m'arrête là, je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas, c'était très instructif. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous avez 2 micros en bas, sinon on vous fera passer le micro. Non, pas de questions? Moi j'en ai une après, hein, rassure-toi. Ah ouais. Bonjour. Concernant les causes de mortalité à moyen terme, genre dans les mois qui suivent la sortie de Réa, on a des informations sur les étiologies. Est-ce que c'est des accidents de la vie quotidienne, une exacerbation de la maladie causale, du suicide sur des symptômes dépressifs ou est-ce qu'on n'a pas d'informations parce que c'est pas très étudié? Alors, je n'ai pas toutes les informations, mais je pense que c'est par un défaut de connaissance, parce que je pense qu'il y a quand même des informations. On sait que dans le sepsis, ça a été pas mal étudié là, par des gens de Pittsburgh. Il y a quand même des patients qui sont fréquemment réhospitalisés, qui font fréquemment des réinfections ou qui présentent aussi des troubles cardiovasculaires. Donc, effectivement, il y a quand même des données. Après, il faudrait faire une compilation, une revue de la littérature plus exhaustive pour vraiment avoir des idées plus claires. Je sais aussi que, là c'est un segment très spécifique, mais pour les patients qui ont des cœurs artificiels type LVAD, il y a à Rennes, Erwan Fleischer, qui a étudié la question, qui a montré qu'il y avait quand même un taux de suicide qui n'était pas forcément négligeable et qui est une cause de mortalité. Donc c'est des patients un peu particuliers, mais bon, qu'on fait de la réanimation en post-opératoire de la pose de ce LVAD. Quoi. Il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Pour une consultation post-réa, comment on sélectionne les patients? Parce qu'on ne les voit pas tous, j'imagine. Alors, moi, j'en suis au stade où j'essaie de monter ma consultation post-ECMO et où je vais sélectionner les patients qui ont eu une ECMO. Donc, ça fait pas, heureusement, ça restreint un petit peu. J'aimerais bien l'étendre après, mais il y aura un problème de ressources humaines, etc. Et pour la consultation que Johan et Elodie ont mis en place, je crois qu'il y avait Raphaël aussi, enfin toute l'équipe. C'était centré plutôt sur le sepsis, je ne sais pas, vous allez me confirmer. En fait, vous avez étendu maintenant. Je vais répondre. Vas-y. En fait, on était parti sur quelque chose de très restreint parce que nous, on a un gros recrutement de cérébrolésés. Et les cérébrolésés, ils sont très bien pris en charge par les rééducateurs qui font quelque chose de transversal. Donc, après, on s'est dit, on va prendre les sepsis. Mais ça ne faisait pas beaucoup de patients parce que entre ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui sont morts, ceux qu'on perd de vue, c'était restreint. Donc finalement, on a réussi à élargir un petit peu en prenant tous les patients, sauf cérébrolésés, même on n'a même pas mis les limites d'âge, sans limite d'âge. Mais on les revoit, oui. En fait, je pense que pour répondre à la question, c'est très centre-dépendant en fonction du recrutement de patients que vous allez avoir, des ressources, comme l'a dit Nicolas, disponibles, parce qu'on peut très bien imaginer une consultation uniquement avec le réanimateur, mais l'idéal, c'est d'avoir quelque chose d'intégré avec une consultation
et du réanimateur, et du rééducateur, et d'un psychologue, et d'un ergothérapeute quand il y a des séquelles physiques importantes. Et on peut décliner ça, pas à l'infini, mais en tout cas, on peut rajouter autant de spécialités en fonction des séquelles de la réanimation. Donc, on voit bien que ça peut demander beaucoup de ressources et du coup beaucoup de financement. Et donc, chaque centre va s'adapter en fonction des moyens dont il dispose pour monter sa consultation. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est une volonté... je pense, une volonté du service de s'impliquer dans ce type de suivi de façon à améliorer, un, et le retour, et deux, le suivi sur les conséquences de la réanimation chez ces patients. Pour compléter la réponse de l'équipe sur les consultations, je pense que c'était intéressant, Nicolas, que tu aies souligné les facteurs de risque pour essayer de mieux screener les malades. Parce que sur le peu d'expérience que j'ai dans les consultations, c'est qu'effectivement, les patients qui ont eu un séjour court et pas de délirium, finalement, sur les échelles qu'on a utilisées dans nos consultations, vont plutôt bien. Et peut-être que l'idée de reprendre vraiment des patients qui ont fait du délirium ou très âgés, c'était aussi la première piste qu'on avait évoquée ensemble, pour sensibiliser au mieux, voir les patients qui en ont le plus besoin. Donc ce côté délirium, hospitalisation prolongée, ça peut être un premier screening. Et enfin, ma deuxième remarque, c'était le côté des aidants. Et c'est vrai qu'en consultation, d'avoir et l'aidant et le patient, il y a eu quelques situations où finalement, je ne savais plus qui je voyais. Si l'aidant n'avait pas plus de choses à dire sur lui-même, mais n'osant pas trop devant le patient. Enfin, c'est vrai que c'est des situations qui sont très intéressantes et qu'il faudra qu'on travaille ensemble en équipe aussi pour voir comment on peut mieux s'organiser. Merci. Moi, j'avais une dernière petite question. Peut-être la question provoque. La consultation post-réanimation, on s'y est mis, on trouve ça hyper intéressant. Je trouve que ça donne du sens à la fois pour nous, pour les équipes à qui on fait un retour. C'est intéressant pour de la recherche, pour analyser plein d'éléments comme tu l'as très bien expliqué. Mais finalement, c'est le timing. Mais finalement, à quoi ça sert ? Parce que souvent, les patients, ils sont déjà dans un parcours de soins, que ce soit avec leur chirurgien, avec leur médecin généraliste, avec les rééducateurs. Donc, voilà, c'est ça ma question. Je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un sens ? Je ne suis pas certain qu'ils soient tous dans un parcours de soins. Et même des fois, quand ils sont dans un parcours de soins, on n'est pas de surpris parce que il va être revu, mettons, par un cardiologue, mais il va être centré plutôt sur l'organe. Sûrement pas tous, mais je pense que l'aspect multidimensionnel n'est pas forcément pris en compte. Mais c'est vrai que par contre, on pourrait dire que ça peut concerner la réa, mais ça peut concerner aussi plein d'autres pathologies finalement. C'est ça aussi, je trouve un petit peu qui est des fois un peu touchy de parler de syndrome post-réanimation. Je pense qu'on pourrait parler presque d'un syndrome post-hospitalisation. Je pense qu'il y a des patients qui doivent se retrouver un peu délaissés quand ils sont sortis. On a réglé le problème causal, mais ils ne vont pas forcément mieux, surtout si tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes. Et puis à l'heure actuelle aussi, le réseau de soins va être nécessaire parce qu'on peut avoir plus de mal à trouver, les gens ont du mal à trouver un médecin généraliste, à trouver un spécialiste, etc. Donc on sent que ça va être un problème d'autant plus important. Et puis après, ça va se retentir sur ça va être un coût finalement pour la société. On a intérêt, même collectivement, à prendre ça à bras le corps. Moi, je pense peut-être qu'avec la recommandation de l'HAS, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Ce sera peut-être pas opposé. Enfin, ça permettra de s'appuyer sur les recommandations pour monter nos structures dans les établissements avec plus de biscuits que notre simple volonté personnelle. Je ne sais pas, à Montpellier ou à Toulouse, vous en êtes là-dessus, si vous êtes déjà en avance, bien au point, vous y pensez? On fait des téléconsultations post-réanimation depuis 2 ans et on est en train de mettre en place l'hôpital de jour post-réanimation avec la consultation avec le spécialiste, l'anesthésiste réanimateur du service, avec diète, psychologue et kiné également. Et on est en train d'organiser tout un maillage en aval de notre consultation où on va dépister le PIX, diagnostiquer le PIX, et pour adresser après les patients qui ont présenté des troubles cardiaques particuliers, une myocardite septique, qui ont besoin d'être revus par un cardiologue à distance, ou un nouveau trouble du rythme qui a persisté après la réanimation alors qu'il n'était pas suivi par le cardiologue, les gériatres avec certaines échelles, etc.
Donc voilà, ça nous paraît important, mais comme tu dis, il faut une institution qui soit volontaire dans la démarche de mise en place de la consulte et de l'hospice de jour, et puis il faut des moyens personnels importants. Merci. Montpellier, je sais pas. Après, on dépasse trop peut-être. À Montpellier, en tout cas dans mon service Saint-Éloi, on avait mis en place une consultation post-réa pendant 10 ans, puis on a arrêté. Parce que c'était très chronophage pour le secrétariat de contacter les patients qui étaient contactés d'abord par courrier, puis qui étaient rappelés ensuite par téléphone. Et est-ce que c'est parce qu'on a un recrutement qui est très très large de Perpignan à Avignon et que les patients ne faisaient pas l'effort de venir, mais on a quand même proposé des consultations par téléphone bien avant le Covid et la dématérialisation. On ne sait pas si les patients ne venaient pas par syndrome d'évitement, j'ai un stress post-traumatique, ça me fait rappeler des mauvais souvenirs, je n'ai pas envie de me replonger dedans, aussi parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ceux qui venaient, en tout cas, n'étaient pas très malades, on avait plutôt une bonne qualité de vie, on avait peu de soucis, donc on a arrêté le systématique et on convoque certains patients qui nous ont préoccupés et qui viennent ensuite nous apporter un feedback majeur où là on va progresser sur notre prise en charge. Et je rejoins aussi la problématique de quand on voit les dents, enfin le proche et le patient. On a eu un cas, là, un patient qui sort d'un SDRA Covid vraiment dramatique et finalement il s'en sort très très bien. Et on revoit les deux personnes et lui, tout va bien. Et par contre, les dents, on dit non, c'est une catastrophe, il n'est pas comme avant, ça s'est terminé en divorce. Donc c'est passionnant la consulte post-réa, mais voilà, nous c'est un exemple où on l'a mis en place et puis on a arrêté le systématique et dans notre population de patients qu'on ne peut pas transposer à tous les établissements de santé et services. Merci.